Français parlent aux Français. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des milliers de soldats américains étaient parachutés dans le ciel de Normandie. Au sol, militaires allemands et résistants les attendaient avec des ambitions diamétralement opposées. Heure H, premier roman de Maxime Minguet, ravira les passionnés d'histoire de la région. Un cadeau idéal à déposer sous le sapin. Bonjour Maxime Minguet. Bonjour. Vous êtes originaire de Nantes, vous avez fait des études d'histoire, votre parcours professionnel vous a fait passer par la Normandie. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'était un sujet qui vous passionnait avant de découvrir la région ? Oui, bien sûr, c'est un sujet qui me passionne depuis tout petit parce que c'est à la fois très proche de nous et très documenté. Et puis forcément, effectivement, dans ce grand capharnaüm qui a été la Seconde Guerre mondiale, il y a cet événement particulier qui est la bataille de Normandie et le débarquement de Normandie qui est effectivement, en plus d'être proche temporellement et aussi proche géographiquement, donc et puis effectivement aussi très important dans le déroulé de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une thématique et puis un événement qui m'a toujours fortement intéressé. Donc c'est logique que mon premier roman traite de cet événement. Alors justement, vous avez fait le choix de l'opération Overlord et quand beaucoup voient d'abord le débarquement sur nos plages, vous avez préféré vous enfoncer dans notre bocage avec les prémices de l'opération et les premiers largages. Oui, voilà, tout à fait. Le bocage, pour moi, c'est effectivement quand on y navigue et qu'on s'y balade en tant que touriste, ça peut être très bucolique. Mais voilà, je me suis aussi dit que c'était potentiellement très angoissant pour les parachutistes et puis les soldats allemands, effectivement aussi, de cette nuit-là. Donc voilà, j'ai voulu me plonger dans cette ambiance-là, puis raconter effectivement le ressenti des différents protagonistes, de cette nuit-là, dans ce cadre qui est très particulier, effectivement, qui peut être très beau, très angoissant également. On va ouvrir les premières pages de votre roman Heure H. Et alors, ce qui est marquant, c'est l'architecture de ce roman, une écriture très feuilletonnée qui nous fait passer tour à tour du parcours d'un GI à celui d'un résistant, en passant par celui d'un jeune militaire allemand. Oui, voilà, je voulais conserver, ou plutôt bien montrer la tension qu'il pouvait avoir dans cette nuit-là, pas les événements qui s'y déroulent forcément, et puis dans l'écriture, faire que cette tension transparaisse par, comme vous l'avez dit, une alternance de récits, qu'on soit amené d'un côté ou de l'autre, voir où en est l'un, où en est l'autre, et qu'on soit un peu une sorte de huis clos en extérieur, voilà, qu'on voit ce que chacun peut voir ou ressentir et s'apercevoir une page après que c'est pas très éloigné de ce que un autre personnage peut ressentir, etc. Alors que ce soit le parachutiste Lewis, Eugène le saboteur ou bien Otto l'allemand, est-ce que vous avez reçu des témoignages de personnes dont pourraient s'inspirer ces héros, ou alors est-ce que c'est sur de la documentation diverses et variées que vous avez pu retrouver ailleurs ? Non, alors j'ai pas reçu de témoignages à proprement parler. J'ai pas fait d'interview de préparation, mais effectivement, je me suis beaucoup documenté sur cette question. Alors effectivement, déjà sur les événements, c'est-à-dire militaires qui se sont passés cette nuit-là, pour être le plus précis possible. Et puis effectivement, j'ai lu beaucoup de témoignages archivés sur des sites internet notamment, ou dans des livres, alors soit à visée régionale ou nationale, d'universitaires, etc. Donc c'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire plausible dans le sens où j'ai essayé de retranscrire au mieux les sentiments des personnes qui ont vraiment vécu l'événement. Ce qu'on sent bien à la lecture des différentes pages, et notamment les premières quand vous présentez les personnages, on est marqué par leur jeunesse. Oui, c'est effectivement une marque du livre et des personnages, c'est aussi une marque de l'événement, parce que c'est souvent des gens très jeunes qui ont été soit dans les armées allemandes et américaines, ou qui étaient engagés aussi dans la résistance. Donc c'est une particularité effectivement de cette période-là, puis j'allais dire de l'action guerrière entre guillemets, ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant à traiter, parce que effectivement c'est pas une période neutre dans la vie d'un être humain, et que ça implique beaucoup de choses humainement. Voilà, ce sacrifice demandé, ou en tout cas un sacrifice qu'on veut faire. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est qu'on connaît forcément les films hollywoodiens sur la Seconde Guerre mondiale avec les Américains en grands sauveurs. Il y a les films français, plus sur la résistance, où on voit là aussi des grandes opérations de résistance. Les Allemands, on a un peu moins forcément de cinématographie
à ce sujet-là, mais vous, on a l'impression que vous avez fait le choix de présenter ces personnages comme des anti-héros, en fait. Oui, alors c'est anti-héros, le mot est peut-être un petit peu fort, mais effectivement la tonalité du livre, c'est un peu ça. Effectivement, c'est pas des John Wayne en puissance. C'est entre autres lié, je pense, au fait que j'ai voulu effectivement me mettre dans la tête des personnages. Et alors il y a dès qu'on agit pour quelque manière que ce soit, effectivement, il y a la vision extérieure du geste qui peut être grandiloquent, etc., qui peut faire passer pour un héros, mais dès qu'on est là, dans la tête, dans les pensées du personnage, derrière, il y a toujours des doutes, il y a toujours des contraintes, des peurs, etc. Donc je pense que c'est effectivement lié à ça, ce côté anti-héros, comme vous le dites. Ouais, voilà, Lewis, en fait, le parachutiste est pétri d'angoisse avant de monter dans l'avion. Eugène le résistant, il se rêve en grand aventurier. En fait, il met juste des clous sur la route. Et puis il y a Otto, l'Allemand, qui lui est plutôt marqué par l'arrogance, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est à la fois des caractéristiques très très marquées, très tranchées, mais dans chaque personnage, effectivement, Eugène qui s'imagine comme un héros, et quand la guerre débarque, voilà, ça atténue un petit peu tout ça. Idem pour Otto, et Lewis, effectivement, il est pétri d'angoisse totalement depuis le tarmac en Angleterre, et quand il va arriver en Normandie, alors ça ne s'améliore pas tout de suite, mais on sent quand même qu'il reprend un tout petit peu le dessus à un moment donné. Donc voilà, c'est effectivement, ils sont partis avec des grandes idées, alors, soit politiques, etc., ou des grandes idées d'eux-mêmes, et finalement les événements vont faire que ça évolue un tout petit peu dans un sens ou dans l'autre. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Le récit, son rythme, en tout cas, le roman est partagé en 3 parties. Et alors, si la première partie peut être un peu lente, on a l'impression qu'il y a un faux rythme, au final, ça colle peut-être un peu aussi avec la période que traversaient les différents acteurs à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui, faut imaginer par exemple Lewis qui sait depuis quelques années que son rôle va être d'être parachuté en Europe, et depuis quelques jours que voilà, c'est imminent. Il faut imaginer l'attente qu'il a pu avoir dans ces dernières heures, qui doit paraître bien longue, je pense. Donc j'ai voulu retranscrire tout ça. C'est la même chose d'ailleurs pour Eugène, qui lui attend la libération depuis quelques années. Donc voilà, l'idée c'était c'est aussi une manière pour moi de montrer la tension qui pouvait exister dans les heures avant le H, entre guillemets. Et alors, sitôt qu'on embarque dans l'avion avec le parachutiste Lewis, là d'un coup, on sent que ça s'accélère, on sent que la tension est vraiment poignante. Oui, voilà, c'est Lewis qui fait avancer le récit, forcément. Effectivement, le récit avance d'autant plus que voilà, les événements, c'est quelque part l'arrivée des Américains qui va tout bousculer forcément, et c'est aussi avec cette avancée des Américains, ou des Alliés plutôt, ça va à chaque fois, chacune de ces étapes va accélérer le processus de réflexion de chaque personnage. Chacun va se dire bon, ça arrive bientôt visiblement, etc. Donc voilà, il y a une avancée effectivement purement tactique militaire, puis une avancée dans la tête des gens, et a fortiori Lewis, parce que lui il sait en plus que c'est le jour J. Notre bocage, le lieu où se passe l'action, quand on le connaît bien et qu'on lit votre roman, il est drôlement bien décrit. Moi, je me suis surpris à marcher en fait avec les différents acteurs. Vous vous êtes vraiment inspiré de votre passage par la Normandie pour préparer ces passages-là du livre ? Oui, tout à fait, oui. Alors j'ai une double déformation professionnelle. C'est à la fois j'ai une licence d'histoire, puis je suis journaliste dans le civil, entre guillemets. Et donc voilà, je tenais à faire quelque chose de factuellement très juste, très réel. Donc tous les lieux que j'évoque, que ce soit des routes, des bâtiments, etc., c'est des lieux qui existent vraiment dans un coin de Normandie. Ce qui fait, comme je le disais, que voilà, c'est une histoire qui n'est pas une histoire vraie parce que c'est pas des vrais personnages, mais qu'en tout cas c'est une histoire plausible parce que les bâtiments cités ont vraiment été habités, parfois effectivement par des Allemands, voire par des résistants, que les déplacements des personnages sont eux aussi cohérents entre eux. Donc effectivement, voilà, pour tout ça, j'ai dû aller faire des repérages. Effectivement, j'ai vécu 1 an à Saint-Lô, donc j'en ai un petit peu profité. Donc j'ai effectivement fait des repérages, pris pas mal de photos, et puis donc
mis une patine de travail à mes balades dans le bocage normand. Et alors, même s'il n'y a pas de ville, de cité, on est où à peu près? On est dans le coin de 40 ans, quelque chose comme ça? On est effectivement pas très loin des marais du centre Cotentin. Alors je veux pas trop en dire parce que je vais pas dire à grand monde. Ça laissera un petit suspense aux auditeurs de Tendance Ouest qui liront le livre. Voilà, essayer de deviner où tout ça a lieu. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Bon, ce roman Heure H, vous avez fait le choix de l'auto-édition. Expliquez-nous pourquoi. C'est venu assez rapidement parce que ce choix est venu assez rapidement parce qu'au final, effectivement, c'est mon premier roman, donc je savais qu'il y avait à peu près aucune chance, en tout cas très peu de chance, qu'il soit édité par des canaux plus traditionnels entre guillemets. Donc effectivement, une fois que j'ai reçu 1 ou 2 mails de refus automatique de maison d'édition, je me suis dit allez, on va se lancer en auto-édition, et finalement, je me suis aperçu que c'était assez épanouissant parce que c'est une manière d'apprendre un deuxième métier, ou en tout cas d'en apprendre les bases du métier d'éditeur. Et puis ensuite, c'est assez plaisant d'avoir la main mise sur chaque processus de création, alors de l'écriture forcément jusqu'à la vente, en passant par le choix de la couverture, le choix du papier, même de l'imprimeur, etc. Donc c'est assez passionnant. J'ai l'impression d'avoir vécu deux projets en un projet d'écriture et puis un projet, alors c'était un grand mot, mais entrepreneurial entre guillemets. Donc une première expérience plutôt concluante. Plutôt concluante, tout à fait. Voilà. Alors, l'exercice m'a plu, le rendu forcément, et donc voilà, je n'ai pas encore d'idée précise pour un éventuel second roman, mais en tout cas, je sais que maintenant que c'est faisable et puis que ça me plaît, donc voilà, pourquoi pas. Bon, il va falloir s'y pencher quand même, Maxime Minguet. Là, on veut savoir ce qui va se passer pour Lewis Gênes Auto. Est-ce qu'on va peut-être aussi se rapprocher des plages? Est-ce qu'on va aller par ailleurs en Normandie? Peut-être la poche de Falaise, la prise du port du Havre également. Il y a pas mal de choses à faire. Ah, tout à fait, oui. La Normandie, effectivement, si le deuxième roman il y a, ça fait partie des sérieuses candidates pour accueillir l'intrigue. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle, en tout cas. Bon, j'aurais pas réussi à avoir cette info-là, malheureusement. C'était bien essayé tout de même. Eh ouais. Bon, où est-ce qu'on peut retrouver ce roman Heure H, Maxime Minguet, aujourd'hui? Pour l'instant, il est disponible donc en version numérique sur toutes les plateformes qu'on connaît, alors de Amazon à la Fnac, etc. Et puis il est aussi disponible en version papier. Pour ça, il faut le commander alors soit en passant par la page Facebook du roman, qui s'appelle Heure H Roman tout simplement, ou par le compte Twitter, ou en envoyant un mail heureh@protonmail.com. Tout simplement, et ben voilà, comme ça, si on a des amateurs d'histoire qui veulent que le Père Noël glisse un exemplaire sous le sapin, ce sera possible. Podcast by Tendance Ouest.